Que représente Alain Delon? Vous allez sûrement me répondre un homme âgé faisant partie d'un passé trop lointain. Un homme prétentieux, ayant une haute opinion de lui-même, parlant de lui à la troisième personne. Un homme ayant incarné Jules César dans un Astérix. Un homme aux déclarations dures sur notre monde actuel, notre société, regrettant avec une profonde nostalgie un passé, des visages, des rencontres et des vies. Un homme qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui ne laisse pas indifférent. Ici, on essayait d'arrêter de pointer du doigt ses phrases, ses mots et ses manières. Essayer d'arrêter d'écouter des ragots dans des émissions poubelles, essayer de se dire que cet homme fait partie effectivement d'une France, d'une génération qui n'existe plus. Essayer d'arrêter de porter un jugement, tout de suite, sans connaître réellement la personne, sans aucune preuve véritable, et de se dire que oui, les générations changent, soit en bien, soit en mal, tout dépend de notre vision des choses. Car avec tout ça qui reste fatigant et inutile, nous avons peut-être oublié l'essence même de cet homme. Cet homme qui aimait son métier, qui l'a appris avec des réalisateurs de légende, qui a côtoyé et travaillé avec des monuments du cinéma. Il a été une vedette, il a été une star, il est devenu un mythe. Mais avant tout, il est un acteur. Manu, pilote surdoué, et Roland, mécano inventif, deux amis à la vie et à la mort, férus de sport extrême et d'aventure, voient leur projet tomber à l'eau. Pour se consoler de leur échec, ils acceptent de partir à la recherche d'un trésor englouti au large des côtes congolaises, à la suite de l'écrasement d'un avion. Ils emmènent avec eux Laetitia, une jeune artiste. Laetitia, qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? Je vais m'acheter une maison. Un film sur l'amitié, l'amour, les rêves d'enfants, la liberté. Réalisé par Robert Enrico, il s'agit d'un des plus beaux films d'aventure français. Le duo Ventura-Delon fonctionne parfaitement et une alchimie, un respect, une communion se ressent tout au long de l'œuvre. Ils sont attachants. Les trois personnages principaux sont restés des enfants, avec leurs rêves, leurs désirs d'aventure, de magie, mais les enfants souffrent malheureusement, surtout quand il y a un trésor en jeu. Il s'agit d'un classique, enfin pour le coup c'est mon avis, car il est très peu cité, et pourtant le film aborde de magnifiques thèmes, et découvrir le Fort Boyard abandonné avant qu'il soit restauré des années plus tard, c'est passionnant, et c'est un magnifique décor de cinéma. Tu sais, c'est pas encore une maison. C'est un vieux fort en pleine mer. Après ce film, Alain Delon enchaîne et apparaît dans l'ultime film de Julien Duvivier, Diaboliquement Vôtre. L'un des plus grands réalisateurs français décède 2 semaines avant la sortie de l'œuvre, d'un accident de voiture. Et ensuite, l'acteur rentre de plein fouet dans l'univers d'un des plus talentueux auteurs et réalisateurs du cinéma français, qui a influencé d'autres réalisateurs de par le monde, comme Quentin Tarantino, John Woo, Michael Mann, Jim Jarmusch ou encore Martin Scorsese. Que dire sur Jean-Pierre Melville? Pour ma part, il est au même niveau qu'Alfred Hitchcock, n'ayons pas peur des mots. C'est à l'âge de 15 ans qu'il décide de devenir cinéaste en découvrant le film américain Cavalcade de Frank Lloyd, datant de 1933. Et de plus, c'est à partir de ce film que naît sa passion pour le cinéma américain qui l'influencera tout au long de son œuvre. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, il produit, écrit et réalise le court-métrage documentaire 24 heures de la vie d'un clown, qui est le portrait des clowns Baby et Maïs, deux artistes célèbres à l'époque. Car avant d'aimer le cinéma, Jean-Pierre Melville aime le cirque. La même année, il réalise son premier long-métrage en totale liberté. Aucun studio derrière et donc avec beaucoup de difficultés, que ce soit au niveau de la production, du tournage, qui s'est fait en extérieur sans autorisation, de montage, qui s'est fait dans une chambre d'hôtel. Vous avez compris, déjà à l'époque, Melville casse les codes de production du cinéma français et mondial par la même occasion, qui n'a pas forcément changé depuis. En 1949 sort Le Silence de la mer, qui est considéré pour certains comme le film fondateur de la nouvelle vague, et son auteur en est le père. Mais Melville, par la suite, rejeta cette appellation. Il enchaîne en 1950 avec Les Enfants Terribles, quand tu liras cette lettre en 1953, Bob le Flambeur en 1955 qui pose son intrigue dans le milieu des truands, et c'est la même année qu'il crée ses propres studios de cinéma, afin d'avoir encore plus une liberté artistique, et surtout éviter de faire un cinéma dit réaliste. Deux hommes dans Manhattan en 1959, où il incarne l'un des rôles principaux, et dès 1961, il enchaîne 3 films avec Monsieur Jean-Paul Belmondo. L'aîné des Fers chauds sera leur dernière collaboration, car ils se sont fâchés durant le tournage. Oui, Melville est talentueux et peut-être très sympathique, mais il peut aussi être très froid, violent et insupportable, par moments. En 1966 sort l'excellent Le Deuxième Souffle avec Lino Ventura, avec qui il se fâchera par la suite, qui sera aussi son dernier film en noir et blanc. En 1969, toujours avec Lino Ventura, sort l'un de ses plus grands films, L'Armée des Ombres. Mais, en 1967, il prépare son 10e long métrage et propose le premier rôle à Alain Delon. Melville lit le scénario à Delon, et celui-ci, au bout de 7 minutes de lecture, se rend compte qu'il n'y a toujours pas de dialogue. L'acteur accepte et rencontre son 3e maître de cinéma. Il est une star, il va devenir un mythe. Tueur professionnel froid et méthodique,
Jeff Costello est chargé d'exécuter le propriétaire d'un nightclub. Sa maîtresse sera son alibi. Il remplit son contrat, mais Valérie, la pianiste, le croise alors qu'il s'en va. Lorsqu'il est arrêté pour vérification d'identité, personne ne le trahit, mais le commissaire demeure sûr de sa culpabilité. Il avait une moustache, je crois. Pourquoi vous êtes-vous rasé la moustache, Costello? Je n'ai jamais porté de moustache de ma vie. Le film noir, la quintessence. Melville signe son œuvre ultime. Alain Delon y est froid, mutique, professionnel, entièrement dédié à sa mission et surtout solitaire. Il s'agit d'un film parlant également de la solitude. D'un homme qui existe, mais il ne vit pas. D'un homme qui côtoie ses semblables, mais il n'a aucun lien avec eux. Un homme qui vit avec la mort, et il va en tomber amoureux. Alain Delon y est juste incroyable, il parle très peu, et pourtant il est expressif par ses regards, ses attitudes, ses gestes limite parfaits, mais dès qu'il y a un léger changement, on comprend qu'il se passe quelque chose en lui. On ressent parfaitement sa détresse, sa mélancolie, sa solitude, dans un environnement pourri, un monde pourri, où l'individu est un outil. Si j'ai bien compris, vous me demandez de faire un faux témoignage, moyennant quoi je n'aurai aucun ennui. Parce que si je maintiens la vérité contre vous, alors là je peux m'attendre à en baver. Même le commissaire de police incarné par un excellent François Perrier a un côté froid, mutique, professionnel, comme la personne qu'il traque. Un classique encore une fois, qui par sa mise en scène, sa réalisation, son découpage, ses cadres, ses thématiques, sa distribution, une très grande pensée pour Nathalie Delon, a marqué et continue de marquer le cinéma. Il y a eu un avant et un après. Il vient de sortir de l'immeuble et a pris le métro. Suivez-le. Enfin, essayez. L'œuvre influencera bon nombre de films et de réalisateurs à travers le monde. John Woo n'en s'est jamais caché avec des films comme Le Syndicat du crime en 1986, The Killer sorti en 1989 par exemple. Son acteur fétiche, Chow Yun-fat, produit et joue dans le film Un tueur pour cible en 1998 qui rend hommage au film de Melville. Le réalisateur Nicolas Winding Refn s'est inspiré du samouraï pour son film Drive sorti en 2011 ou encore le quasi-remake réalisé par Jim Jarmusch, Ghost Dog, La voix du samouraï, sorti en 1999. Alain Delon a encore prouvé son talent d'acteur et surtout, il est devenu le visage du héros melvillien par excellence. Après ce film, Delon enchaîne et donne la réplique à Charles Bronson dans Adieu l'ami. Il joue dans l'intrigant La motocyclette sorti en 1968 et fait un caméo non crédité dans l'excellent O de Robert Enrico avec Monsieur Jean-Paul Belmondo. Alain Delon est devenu un acteur accompli, qui compte et qui a du pouvoir. En 1968, il rencontre le réalisateur Jacques Deray qui lui propose le premier rôle masculin de son prochain film. Delon lit le projet et est intéressé. Le réalisateur cherche également le premier rôle féminin sans réellement la trouver. Alain Delon propose une actrice qui s'est plus ou moins retirée du milieu et qui a été son premier amour de jeunesse, Romy Schneider. Les producteurs refusent, pensant que sa carrière était finie. Mais Alain Delon est sûr de lui et menace de ne pas faire le film si elle n'est pas engagée. 10 ans après leur première rencontre cinématographique, l'acteur retrouve Romy Schneider. 8 ans après Plein Soleil, l'acteur retrouve Maurice René. Jean-Paul et Marianne coulent des jours heureux dans leur villa de Saint-Tropez. Leur bonheur est troublé par l'arrivée de Harry, qui eut une liaison avec Marianne autrefois. Il est accompagné de sa fille, Pénélope. Dans une atmosphère faussement sereine, l'hôte indésirable prend un malin plaisir à remuer le passé. Vous avez vu mon père et Marianne? Oui. Et ça ne vous fait rien? Oh, ça n'a pas grande importance. Érotisme, désir, pulsion, meurtre. Jacques Deray signe un thriller plus psychologique qu'il n'y paraît. Le scénario peut paraître simple, se concentrant sur les 4 personnages principaux et le talent de ses interprètes pratiquement en huis clos. Oui, mais les choses simples sont parfois les meilleures. Le couple Jean-Paul et Marianne se désirent toujours, mais est-ce qu'ils s'aiment? La venue d'Harry et de sa fille va précipiter le couple à se questionner sur cela, et bien plus encore. Tu me parles souvent des autres et Harry, rien. Pas un mot. Parce qu'il n'y a rien à dire. Le film aborde le mensonge, les désirs, l'innocence, la manipulation, l'argent, et également le manque de communication, de mots, de paroles. Le film comporte peu de dialogue. Tout se dit, tout se comprend, enfin presque, avec les regards et les non-regards, et également ce que nous montre le réalisateur par l'image. Maurice René est tout simplement parfait dans le rôle de l'ami du couple, ce séducteur qui refuse d'arrêter et qui désire encore et toujours Marianne. Tu es fou? Il doit arriver d'une minute à l'autre. Mais c'est surtout les 2 acteurs principaux que l'on retient. Madame Romy Schneider est d'une beauté et d'une présence magnifiquement incroyable et d'un naturel stupéfiant. Quant à Alain Delon, il est juste excellent dans le rôle d'un homme pensant avoir tout, argent, amour, tranquillité, mais il est en réalité fragile, vulnérable, humilié et surtout jaloux. Un classique, encore une fois. Le film connaîtra un bon succès,
et surtout relancera la carrière de Romy Schneider qui, après ce film, entamera sa meilleure partie de carrière et prouvera qu'elle est la plus grande actrice de tous les temps. Enfin, ce n'est que mon point de vue. Alain Delon enchaîne à nouveau et apparaît dans le film à sketch fantastique Histoire extraordinaire, adaptant 3 nouvelles d'Edgar Allan Poe. Delon joue dans le deuxième segment intitulé William Wilson et qui est réalisé par Louis Malle. En 1969, Alain Delon décide de franchir un cap, être producteur. Il fonde Adèle Productions afin de produire ses propres films, et par moments ceux des autres, mais surtout avoir un contrôle, parfois total sur ses choix, sur ses projets, et donc sur ses films. La société produit donc Jeff la même année, un film policier où Delon donne la réplique pour la première fois à Mireille d'Arc. Il enchaîne avec Madly, scénario de Mireille d'Arc, quasi autobiographique, qui raconte une relation à 3. Pourquoi quasi autobiographique ? Parce que le film s'inspire de la relation qu'a vécue Alain Delon, Mireille d'Arc et une certaine Madly Bami. Le film ne marchera pas, peut-être un peu trop en avance sur son temps. Pour terminer cette décennie plus que riche, et la terminer en beauté, car c'est le cas, Alain Delon retrouve le réalisateur Henri Verneuil, mais aussi Nino Ventura et Jean Gabin, pour probablement le premier blockbuster français. Grâce à la famille Manal Lessé, le tueur Roger Sarté s'évade. La bande a besoin de lui pour le vol d'une collection de bijoux. Alors c'est pour après-demain matin. Ils seront 8. Les 4 diamantaires, les 3 convoyeurs et l'agent de la compagnie d'assurance qui assure les bijoux. Une réalisation plus que maîtrisée, une mise en scène qui l'est tout autant. Un film policier de grande envergure et surtout un immense casting. Jean Gabin en patriarche, Alain Delon en voyou et Nino Ventura en flic. La musique signée Ennio Morricone est devenue culte. Voilà une œuvre qui prouve que le cinéma français a été riche, avait énormément de qualité et de savoir-faire et de talent. Alain Delon termine les années 60 comme il l'avait commencé, avec un grand film, un classique. Il commence les années 70 en produisant un rêve pour les spectateurs de l'époque. Il est temps que les deux héros du cinéma français se rencontrent. Ils ont commencé pratiquement en même temps. Ils se sont croisés et ils ont collaboré avec pratiquement les mêmes réalisateurs, les mêmes acteurs et comédiens. Ils devaient jouer ensemble. Delon propose la réalisation à Jacques Deray, réalisateur de La Piscine, et de Doucement les Basses, réalisé en 1970 mais sorti en 1971. Il s'agit de l'une des rares comédies d'Alain Delon. L'acteur lit le livre intitulé Bandit à Marseille, qui retrace l'histoire du banditisme dans la région. Un chapitre concernant Paul Carbone et François Spirito l'intrigue, et il souhaite produire un film sur ces deux bandits avec Belmondo et lui-même. Deray accepte le projet. Belmondo attend un scénario solide avant de donner son accord. Le premier script, intitulé Carbone et Spirito, est écrit et Jean-Paul Belmondo accepte de le tourner. Mais un problème arrive. Le milieu de Marseille, encore présent à cette époque, fait pression sur la production et menace le réalisateur Jacques Deray. Pourquoi ? L'idée de faire un biopic sur deux grandes figures du banditisme marseillais ne leur plaît pas forcément, et de plus le scénario évoque la période de l'occupation durant laquelle Carbone et Spirito ont collaboré. Pour éviter d'autres problèmes et surtout d'autres menaces, la production décide de modifier le scénario en retirant la partie sur l'occupation, de changer les noms des personnages, et par conséquent le titre du film qui devient Marseille 1930. Mais Delon trouve un meilleur titre. Le film est lancé, les deux héros du cinéma français sont enfin réunis. Dans les années 30, deux jeunes malfaiteurs se lient d'amitié et deviennent les rois de la pègre à Marseille. Je suis Freddy. Rock. François. Capella. Un magnifique divertissement avec une réalisation plus que maîtrisée. La reconstitution des années 30 est juste somptueuse en évitant le tape à l'œil. Mais le film a deux facettes, a deux parties qui représentent les deux acteurs principaux. La première partie est rythmée, légère, intense, drôle par moments, insouciante, positive. Il s'agit de la rencontre, de l'amitié qui se crée entre les deux personnages principaux et de leur ascension. Cette partie représente Jean-Paul Belmondo. La seconde partie est plus lente, plus violente, plus dangereuse, mélancolique, où la solitude s'installe. Les deux hommes ont réussi, mais ne sont plus aussi complices qu'avant. Elle représente Alain Delon. Je voulais vous dire en face que je suis revenu pour vous tuer. Et que je vais le faire. Très vite. Jacques Deray propose un film d'action plus que réussi, à la fois léger, touchant et triste. Alain Delon et Jean-Paul Belmondo sont excellents dans leur rôle, même si Monsieur Belmondo se loupe un petit peu sur la fin. Mais l'essentiel est excellent et leur complicité fonctionne. Ils sont complémentaires, chacun représentant la face d'une même pièce. Un classique. Le film connaîtra un excellent succès avec 4,7 millions d'entrées en France et plus de 7 millions en Italie. Mais cette réussite n'empêche pas un conflit entre Alain Delon et Jean-Paul Belmondo lié à une histoire de formulation contractuelle non respectée sur l'affiche du film. Adèle Productions a produit le film, il est vrai, mais sur l'affiche il est inscrit Alain Delon présente ou une production Alain Delon, Belmondo Delon dans Borsalino.
Cela fait beaucoup de Delon pour une affiche. Normalement, il aurait dû être inscrit Adèle Productions présente. Jean-Paul Belmondo décide de porter l'affaire au tribunal et gagna son procès. Mais les deux hommes ne sont pas fâchés pour autant. En 1974 sort la suite, Borsalino & Co., toujours réalisé par Jacques Deray, avec toujours Alain Delon dans le rôle de Roxy Freddy. Ce second opus est plus noir, plus violent, plus sombre, un film de vengeance à la limite du western, toujours maîtrisé et très bon. Il s'agit d'une suite logique, je dirais. Sans trop spoiler, la fin du second film annonce plus ou moins un troisième opus. Mais il n'arrivera jamais. Le tandem Belmondo-Delon se retrouveront des années plus tard, et même trop tard, en 1998 dans Une chance sur deux, réalisé par Patrice Lecomte. Un film timide où il y a une mini-scène de bien qui fait référence à Borsalino d'ailleurs, et rien de plus. Dommage. Après l'aventure avec Monsieur Jean-Paul Belmondo, Alain Delon décide de retravailler avec son troisième maître de cinéma pour un grand film. Un classique, encore.